Russes disposent actuellement d'au moins 2 types d'armes hypersoniques. Le premier est destiné à emporter une charge nucléaire pour frapper n'importe quelle cible sur la planète. Avangard, c'est son nom, ressemble à un missile balistique classique long de 27 mètres. Mais dans sa coiffe se trouve un planeur, une sorte de drone de 5 mètres de long. Lancé par le missile, ce planeur en matériaux composites pourrait voler jusqu'à 27 000 km/h dans les hautes couches de l'atmosphère, protégé de l'air chauffé à 2000 degrés par son bouclier thermique. Là où un missile balistique classique monte dans l'espace et suit une trajectoire en cloche, prévisible par la défense ennemie, Avangard, lui, reste à plus basse altitude. Il peut virer, changer de cap. Son point d'impact est imprévisible. En alliant la vitesse phénoménale du missile et la capacité de manœuvre du drone, Avangard rend les systèmes d'interception inopérants. Avangard peut emporter une charge nucléaire équivalente à 130 fois celle de la bombe d'Hiroshima. Les Russes ont également développé des missiles hypersoniques à plus courte portée, comme le Zircon. Lui, fait 11 mètres de long. Lancé par un sous-marin ou un navire, il est conçu pour couler des porte-avions ou détruire des cibles situées à moins de 1000 km. Sa vitesse atteindrait Mach 9, soit 11 000 km/h, assez pour former une enveloppe d'air surchauffé qui le rendrait presque invisible au radar, ne laissant que quelques secondes aux cibles pour réagir. Même si les Russes gardent secrètes les capacités exactes de ces armes, ils envoient au monde un signal très clair, une nouvelle course à l'armement a commencé. Et en la matière, la Russie a donc bel et bien un coup d'avance, tout comme la Chine sur les États-Unis. C'est le thème de notre enjeu de pouvoir ce soir avec Stéphanie Pérez. La Russie qui se vante de maîtriser une arme invincible. La Corée du Nord qui assure enchaîner les essais avec succès. Quand la Chine mènerait des tests dans la plus grande discrétion. Et les États-Unis qui essaient de rattraper leur retard. Enjeu de pouvoir sur cette menace du futur. Ces armes si rapides et indétectables qu'elles bouleversent la course mondiale aux armements. C'était le 11 janvier. Pour commencer l'année, la Corée du Nord publie triomphalement ses photos. Le 3e lancement de ce qu'elle présente comme son missile hypersonique à vol plané. Son nom, souveraineté. Et le grand leader Kim Jong-un a supervisé en personne l'événement, une première depuis des années. Impossible de savoir si ces missiles sophistiqués sont vraiment opérationnels, mais le renforcement de l'arsenal nord-coréen est condamné par les États-Unis. Ces armes menacent les voisins de la Corée du Nord et plus largement la communauté internationale. Les États-Unis ont pris du retard dans la quête de ces armes révolutionnaires, notamment face à la Russie, numéro 1 mondial de cette technologie. Des missiles qui peuvent slalomer, manœuvrer, c'est l'arme absolue selon Vladimir Poutine dans sa quête de toute puissance. Son objectif, contourner les systèmes de défense américains. Ces armes changent la donne stratégique. C'est leur manœuvrabilité qui va vraiment compliquer la désignation de cible, l'interception en tant que telle de ces systèmes. Et donc le fait qu'ils soient manœuvrants rend toute la manœuvre défensive beaucoup plus difficile. Les Américains s'inquiètent aussi de la montée en puissance de la Chine, qui a avancé masquée jusqu'aux célébrations des 70 ans de la République populaire en 2019. Pékin y a exhibé pour la première fois ces missiles hypersoniques à pointe blanche, des DF-17. Un test aurait été réalisé l'été dernier. La Chine démontre ses capacités de destruction, l'œil tourné vers Taïwan. Elle prouve aussi la vulnérabilité des Occidentaux. Le système stable qui avait été mis en place pendant la guerre froide et qui a été progressivement détruit à la fin de la guerre froide, ce système explose avec ces nouvelles armes qui rebattent complètement les cartes. En 2022, les États-Unis investiront 600 milliards d'euros pour moderniser leurs équipements, une priorité désormais. En Europe, la France planche sur des missiles peut-être opérationnels vers 2035. Aucun traité ne régit aujourd'hui la prolifération des armes hypersoniques. Вот это когда падало, оно, знаешь, как звезд, ну как вот метеорит летит. Оно что, типа падало на землю? Ну, как бы так, да, вот медленно, медленно. О, смотри, летит, вон.
А, вот еще что-то приближается к нему, да? Вот это вот летит тоже, третье. И они что, собираются в кучку типа? Я не знаю. Esta intrigante grabación fue compartida en redes sociales por la página Mundo Misterioso y de acuerdo a la información fue registrada el jueves 24 de febrero del 2022 desde Ucrania, en un punto que aún no ha sido identificado. De acuerdo a la nota, el avistamiento se registró en el momento en el que iniciaban las hostilidades. Yes. Thousands of people around the world have worked on this observation. You see here the people at the Space Telescope Science Institute in Baltimore, Maryland. The first images are going to be ugly. It's going to be blurry, and as Lee said, 18 of these little images all over the sky. So we have to drive that into one telescope. I like to think of it as, it's like we have 18 mirrors that are right now little prima donnas all doing their own thing, singing their own tune in whatever key they're in, and we have to make them work like a chorus. And that is a methodical, laborious process. We want to make sure that the first images that the world sees, that humanity sees from this telescope, do justice to this $10 billion telescope and are not those, hey, look, a star. Les ovnis, c'est pas une vue de l'esprit. Les ovnis, c'est quelque chose de réel. Ça nous accompagne depuis très longtemps.
J'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça m'intéresse. Probablement. On a affaire à des êtres qui sont différents, qui ont des formes humanoïdes, mais qui ne sont pas forcément des êtres biologiques comme vous et moi. Tout laisse à penser qu'effectivement ça vient d'ailleurs. Ils agissent, sans savoir qui est-ce, ils agissent. Il y a quand même des aspects pour le moins inquiétants, hein, quand même. Hein. Les gens se sentent tombés, comme si ils passaient d'une autre dimension à notre dimension. Elle a été retrouvée 4 heures plus tard à 800 km de là. C'est quand même bizarre. Le phénomène de l'enlèvement aurait été un phénomène de conscience. Que notre conscience nous permet d'avoir accès à d'autres formes de vie que la nôtre, ça j'en suis convaincue. Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 7 décembre 2021, 6h52, heure du Québec, dans un froid normal. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. S'il y en a qui veulent me lancer des informations concernant la météo dans leur région respective, envoyez-moi vos observations par courriel. Vous allez trouver le courriel dans la boîte de description. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages d'ailleurs. J'en ai quelques-uns à vous partager aujourd'hui. On vit une époque des plus marquantes, je pourrais la décrire comme ça, de l'histoire, de ce que je connais de l'histoire, puis vous aussi, de l'histoire de la civilisation humaine. Une période jamais vue. Une avancée de... On pourrait la qualifier totalitarisme. Jamais vu encore dans l'histoire de la civilisation humaine. Un totalitarisme mur à mur maintenant, et c'est vraiment inquiétant. Mais enfin, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous dire, puis à vous partager concernant cette avancée-là, qui est très inquiétante. Mais pour l'instant, dans la foulée de ce qui nous attend d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, selon moi et selon ce qui nous est rapporté quotidiennement dans les journaux dont je vous partage les liens, on nous prépare un conflit, une guerre mondiale. Et c'est comme ça qu'on fonctionne au niveau de nos dirigeants. On met ça dans les médias, on monte une affaire, comme on dit, jusqu'à ce que vous soyez convaincus qu'il faut y aller et que c'est inévitable. On parle ici de l'Ukraine, la Russie, la Chine, Taïwan, et il y a plein d'autres tensions territoriales un peu partout. Ça n'a pas changé, l'histoire humaine est marquée de ça. C'est pas nous autres qui le voulons, le peuple. Nous autres, le peuple, on veut juste vivre en paix, s'occuper les uns de les autres, vivre en harmonie, mais les dirigeants, depuis, tu peux remonter à il y a très longtemps, ont toujours une seule et unique idée en tête, c'est d'en avoir plus et d'en avoir plus. Une autre chose qui est constante dans l'histoire humaine aussi, c'est l'observation de phénomènes extraterrestres, appelons-les comme ça, d'ovnis. Tu peux aller dans les vieilles écritures et tu vas retrouver beaucoup de références à des objets qui viennent du ciel, même dans les écritures saintes, que les gens appellent les écritures saintes. C'est
c'est un peu étonnant d'appeler ce que veut dire la sainteté, je ne sais pas, parce que, en tout cas, ça ne veut sûrement pas dire la pureté, parce que les trois grandes religions ont causé probablement plus de morts que toutes les guerres, mais c'est eux autres qui ont provoqué toutes les guerres de toute façon. Donc, ils se rejoignent. Mais dans les Écritures, qu'on qualifie de saintes, on fait aussi souvent référence à soit des prophètes, des personnages qui descendent du ciel. Mais si tu vas dans d'autres types aussi d'écriture, tu vois des observations comme ça. Tu vas au Moyen-Âge et des périodes plus proches de nous, et il y a beaucoup d'histoires et d'observations d'objets qui viennent du ciel aussi. Et plus récemment, si tu arrives au 20e, il y en a énormément aussi. Dépendamment des périodes, il y en a plus. Et naturellement, quand on arrive à la période de la guerre froide, il y a beaucoup d'observations qui sont faites au niveau des bases militaires et aussi de ces sites où on a l'armement nucléaire. Et il y a même des histoires qui sont racontées de ces sites-là qui ont été désamorcés, désarmés ou qui ont été rendus impossibles à utiliser, inutilisables, par des forces qui semblaient extraterrestres. Et il y a des récits très sérieux là-dessus. Naturellement, arrive la technologie des téléphones portables, où ton appareil de téléphone devient une caméra et un appareil photo que tu peux utiliser instantanément. Et comme c'est devenu un autre organe de l'humain, tu l'as toujours avec toi. Il y en a même que je connais qui dorment avec leur téléphone portable. C'est devenu un outil essentiel maintenant. Et on envoie de ces observations par milliers à chaque année. Je te dirais que 90% de ces observations-là sont réelles, très crédibles. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. C'est des ovnis, des objets volants non identifiés, ou des phénomènes aériens non expliqués. Maintenant, c'est comme ça. On aime ça changer le lexique, puis notre vocabulaire, comme on est passé, si on reste dans les Écritures saintes, on est passé d'aveugle, après ça, à handicapé visuel, à non-voyant, puis à personne qui, je ne sais pas comment ils les appellent aujourd'hui, là, qui a de la difficulté à... Je ne sais pas, mais on change le vocabulaire constamment. Donc, phénomène aérien, phénomène aérien, c'est ça, non expliqué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Mais ça revient toujours à la même chose. OVNI. Et on a eu de ces pilotes de plusieurs armées, que ce soit au Chili, au Canada, aux États-Unis, en Russie et même en Chine, qui ont expérimenté des observations comme celle-là. Donc, la dernière en liste que je veux vous partager, ça nous vient, et il y en a une de plus, et là, c'est des pilotes de ligne. Il y en a beaucoup aussi de pilotes de ligne qui voient des phénomènes aériens, appelons-le comme ça, non expliqués. Et ça date du 6 décembre, donc ça a été publié hier. C'est vraiment tout nouveau, tout frais. Ça nous vient du US Sun. Une vidéo prise depuis un cockpit d'avion de ligne a émergé, montrant ce qui semble être une flotte de 12 ovnis volants en formation. Le pilote qui a tourné les images peut être entendu réagir avec étonnement aux lumières étranges qui sont apparues depuis, puis ont disparu dans les nuages au-dessus de l'océan Pacifique. Je vous laisserai naturellement ce lien-là dans la boîte de description. Et ce qu'on y apprend, c'est que, et vous allez voir les images aussi, ils sont à 39 000 pieds dans les airs. Ce qu'on y apprend, c'est qu'au début, 9 lumières sont visibles dans la vidéo, et par la suite, ça devient 12 lumières se déplaçant en formation. L'OVNI le plus proche disparaît avant que 3 autres objets ne réapparaissent à l'extérieur du groupe, et on entend le pilote réagir en disant « je ne sais pas ce que c'est », et de dire « c'est une merde bizarre, c'est quelque chose qui vole ». Il dit alors simplement « hop, parti », alors qu'ils disparaissent de la vue. Lorsque la vidéo, filmée à 39 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, a été partagée sur les réseaux sociaux, beaucoup l'ont qualifiée d'incroyable et de meilleure séquence d'OVNI jamais réalisée. Mais il y en a d'autres, naturellement, qui ont rapidement souligné que les lumières pouvaient être des fusées antimissiles tirées d'un avion de guerre. Il est possible que des avions à réaction effectuent des
des exercices de guerre, des war games, car les images ont été tournées dans la mer de Chine méridionale, qui est très disputée. Cette section du Pacifique occidental est un chenal de navigation stratégique, une zone de pêche riche, ainsi que des gisements de pétrole et de gaz inexploités. Pékin prétend posséder la majeure partie de la zone contestée, bien que plusieurs autres pays aient des revendications apparemment légitimes en vertu du droit international. Ces dernières années, la Chine a construit des îles artificielles sur lesquelles des bases militaires ont été construites dans le but de prendre le contrôle de ces îles. Mais Taïwan, la Malaisie, le Vietnam, les Philippines et le Brunei revendiquent tous les droits aussi de ses propres morceaux en vertu de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer. Peu importe si on revient à notre histoire, comme révélé dans le Sun Online, le chef des espions américains, Avril Haines, est devenu le plus haut responsable à reconnaître que les ovnis pourraient être d'origine extraterrestre. Tiens. Le Pentagone, vous le savez, a récemment annoncé la formation, je vous en avais parlé, de l'Airborne Object Identification and Management Synchronization Group. Ils ont toujours le don de vous créer des organismes avec des noms stratégiques, comme ça, appelons-les stratégiques. Le groupe travaillera avec les agences de renseignement pour documenter et analyser les rapports de rencontres avec des objets non identifiés ou phénomènes aériens non identifiés provenant de pilotes militaires, on s'entend. Donc, imaginez-vous, c'est une autre histoire fascinante. Et franchement, on n'a pas fini d'en parler, on en parle de plus en plus. Le nouveau bureau rendra compte au sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité. Il supervisera l'ensemble de l'étude du gouvernement sur les ovnis en mettant l'accent sur les observations dans les espaces aériens militaires restreints. Un porte-parole du groupe a déclaré qu'il évaluera et atténuera également toute menace associée à la sécurité des vols et la sécurité nationale. Mais les observations crédibles d'OVNI par les pilotes de jets commerciaux sont régulièrement mises de côté par une unité gouvernementale mise en place pour enquêter sur eux, suggère des documents. Des journaux d'événements précédents classés ont été diffusés à Vice News en vertu de la loi sur l'accès à l'information du Canada. Les fichiers, certains marqués secrets, décrivent de mystérieuses observations d'OVNI rapportées par des pilotes aux contrôleurs aériens. D'autres montrent comment des avions de chasse ont été précipités pour intercepter des engins inconnus repérés au radar qui sont ensuite disparus. Un expert de l'aviation affirme que les observations n'ont pas été correctement suivies, contrairement aux États-Unis où le Pentagone et le Congrès enquêtent tous sur les ovnis. Les deux unités. L'ancien pilote de chasse de l'armée canadienne, Jock Williams, qui a passé 36 ans dans l'armée canadienne, a déclaré que les rapports étaient conservés. Il a dit, je veux dire, quelqu'un le jette et tout le monde s'en fout ici au Canada, apparemment. On a vu qu'il y en avait un de ces rapports-là qui est classifié secret. Donc, chers amis, les journaux d'événements précédemment marqués secrets ont maintenant été publiés par l'armée canadienne. Vraiment intéressant, je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est un phénomène réel. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai mes idées là-dessus, vous aussi. Puis on n'a pas fini d'en parler, surtout dans cette période de tension extrême. qui arrive vers vous est incontrôlable. Aux alentours de 3h30 du matin, un objet non identifié serait écrasé. Ce que nous nous apprêtons à vivre est historique. Attendez que la nuit arrive et regardez le ciel.
Bon, on n'est peut-être pas obligé d'affoler les gens quand même, hein, avec des ovnis. Non. Et pourquoi pas des fantômes? Ou des vampires. Ou des vampires. Ça va très bien. L'iPhone Mars de David Bowie ce matin, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. On a trouvé une présence de vie sur Mars. Regardez cette photo de simple rocher à première vue entouré de sable sur la planète Mars. Mais quand on zoome un peu sur le cliché, regardez juste là la silhouette d'un homme allongé. On voit bien ses jambes, son cou, sa tête. Ah oui. Il a l'air de faire bronzette tranquille sur la planète rouge. Cette photo, elle a été prise par l'astromobile Persévérance, c'est le véhicule qui a été lancé sur Mars en juillet 2020 pour étudier la planète. Ce cliché date d'avril 2021, mais cette découverte de l'homme sur son rocher, on la doit à Scott Seawaring, un Américain qui passe littéralement ses journées à scruter des photos prises par la NASA à la recherche de vie intelligente. Il a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube où il décrit la photo en détail. Pour lui, ça ne fait aucun doute, il y a de la vie sur Mars. Écoutez ses arguments. Il y a même des traces de pas sur le dessus du rocher. Vous voyez ces empreintes laissées dans la poussière? La silhouette est juste ici. Mais ce qu'on peut voir également, c'est une sorte de disque octogonal ou hexagonal, et c'est creux à l'intérieur. Je ne pense pas que ce soit un vaisseau spatial, mais il est certain que c'est quelque chose conçu par une vie intelligente. C'est sûrement une sorte d'abri. Ah oui, il est à fond. Il est complètement à fond. Mais il est temps pour moi de casser le mythe. C'est évidemment pas un alien ou une forme humaine qu'on peut voir. Scott Waring, tout comme de nombreux internautes qui ont partagé la photo, il est tout simplement victime de ce qu'on appelle la pareidolie. Écoutez, vous allez comprendre. La pareidolie, je dirais que c'est une forme d'illusion d'optique qui, à la différence de l'illusion d'optique, est pour le coup vachement plus subjective. Comme il y a énormément de sujets autour des aliens, etc., l'esprit va avoir cette tendance assez naturelle et cognitive à donner des formes à des choses qu'il ne connaît pas, justement pour essayer de ne pas rester dans une dynamique inconnue, mystique, de ce qui pourrait se passer sur Mars typiquement. Désolée si j'ai fait des déçus chez les fans de science-fiction. Les extraterrestres sur Mars, ce n'est pas encore d'actualité, mais il nous reste toujours la fiction avec de très bons films sur le sujet, notamment Premier Contact, The X-Files ou encore La soupe aux choux. Et la pareidolie, en fait, on le fait tous quand on est enfant, quand on regarde les nuages, par exemple, en essayant d'y voir des formes. Moi, je continue. Personne ne voit jamais la même chose, c'est vrai. Merci, Églantine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel UFOdio. L'UFOdio, c'est de l'info UFO au format audio. Dans cet UFOdio, nous revenons aujourd'hui sur une information que vous avez sûrement vu passer puisqu'elle a été énormément partagée, à savoir que la NASA aurait embauché des théologiens pour réfléchir à l'impact de la découverte de la vie extraterrestre sur les religions. Le Maybe Planet a un petit peu tardé à partager cette information qui ne nous semblait pas tout à fait solide. Et justement, c'est l'Associated Press qui vient de sortir une contre-vérification, un check, et qui démontre que cette nouvelle est absolument fallacieuse. On vous livre l'article de Sophia Tulp qui est sorti le 29 décembre 2021. Affirmation, la NASA vient d'embaucher 24 théologiens pour évaluer comment le monde réagirait si nous découvrions la vie extraterrestre. Évaluation de Associated Press, faux. La NASA n'a engagé aucun théologien pour étudier la réaction potentielle des humains à la découverte de la vie extraterrestre. La NASA a fourni un financement en 2015 au Center of Theological Inquiry de Princeton, New Jersey, pour un programme d'étude de l'impact sociétal potentiel de la découverte de la vie au-delà de la Terre. La partie du programme financé par la NASA a pris fin en 2017, a déclaré un porte-parole de l'agence à Associated Press. Les faits. Certains utilisateurs de médias sociaux affirment que la NASA a récemment embauché 2 de théologiens pour rechercher comment les gens pourraient réagir à la découverte de la vie extraterrestre, sous-entendant que les actions pourraient préfigurer le chaos dans l'année à venir. Un tweet qui a été partagé près de 25 000 fois a semblé affirmer que les soi-disant recrues de la NASA semaient les graines du scénario principal de 2022. Alors que le programme d'astrobiologie de l'agence a accordé de l'argent au Center of Theological Inquiry, souvent appelé CTI,
pour évaluer les implications sociétales pour les efforts d'astrobiologie et de recherche de la vie de la NASA n'a pas été impliquée dans la sélection des chercheurs, selon une porte-parole de l'agence. Les boursiers travaillaient indépendamment via le CTI et n'étaient pas considérés comme des employés de la NASA. De plus, les parties de la recherche financées par la NASA se sont terminées il y a 4 ans. Le programme a également été financé en partie par la fondation John Templeton. Les personnes qui reçoivent des subventions de la NASA ne sont pas des employés, des conseillers ou des porte-paroles de l'agence, a déclaré le porte-parole de la NASA à Associated Press dans un email. Ainsi, les chercheurs et universitaires impliqués dans cette étude n'ont pas été embauchés par la NASA, mais ont plutôt reçu un financement par le biais du CTI pour mener ce travail. William Storar, directeur du CTI, a déclaré à Associated Press que le but du programme n'était pas de conseiller la NASA, mais de réunir des universitaires en sciences humaines pour discuter de la recherche en astrobiologie, qui est le domaine scientifique qui étudie le potentiel de l'univers à abriter la vie à l'extérieur de la Terre. Ces réflexions savantes sur les implications sociétales de l'astrobiologie sont publiées dans une série de monographies individuelles et d'articles de revues universitaires à comité de lecture rédigés par les théologiens, les érudits en religion, les philosophes et les universitaires en littérature qui ont participé à notre programme de recherche pour les universitaires invités au CTI, a écrit Storar dans un email. Le sujet n'est pas non plus nouveau pour la NASA. Le porte-parole de l'agence a ajouté que la NASA cherchait à aborder des sujets similaires, y compris l'impact sociétal potentiel de la découverte de la vie au-delà de la Terre depuis 1998. Si le programme CTI est terminé depuis 2018, il a attiré l'attention récemment lorsque l'un de ses anciens boursiers, le révérend Andrew Davidson de l'université de Cambridge, a annoncé qu'il devrait publier un livre intitulé « L'astrobiologie et la doctrine chrétienne ». Davidson étudie les conséquences de l'astrobiologie pour la théologie chrétienne selon la Divinity School de Cambridge. Davidson a également confirmé à Associated Press qu'il n'avait pas été embauché directement ou reçu un salaire par la NASA ou la CTI. Il a déclaré que Cambridge continuait de payer son salaire pendant qu'il participait au programme. I don't know what that is. That is some weird shit. Linear 2735, contact Ho Chi Minh 120.7, good day. Ho Chi Minh 120.7, good day, Linear 2735. Gone. Y a-t-il une vie extraterrestre? D'autres mondes dans le cosmos? Depuis toujours, ces questions intriguent et fascinent à la fois les scientifiques. Pour le physicien suisse Michel Mayor, la probabilité d'une éventuelle vie extraterrestre est fort possible. Déjà en 1995, ce cosmonaute avait découvert la première planète extrasolaire en orbite autour d'une étoile. Une découverte pour laquelle il avait reçu 14 ans plus tard, en 2019, le prix Nobel de physique. Il y a déjà plus de 2000 ans que les gens se posaient des questions à ce sujet-là. Et puis maintenant, on arrive au moment où la technologie nous permet peut-être de répondre à cette question énorme. Est-ce qu'on est seul dans l'univers ou pas? Alors quand on parle de vie, alors attention, hein, une bactérie, c'est déjà de la vie. Le fait de savoir s'il y a ou non une vie extraterrestre est une question aussi scientifique que philosophique et qui est toujours d'actualité. Alors, comment détecter les signes d'une éventuelle vie extraterrestre? Grâce au développement scientifique et technologique, ainsi qu'aux moyens déployés, les recherches ne cessent d'évoluer pour se rapprocher de la réponse. Cette conférence riche en informations s'est voulue un nouveau jalon dans la coopération scientifique entre le Maroc et la Suisse.
Il a maintenant des échanges avec des doctorants marocains parce que nous avons voulu aller au-delà d'une simple conférence, mais d'une vraie rencontre entre un professeur et des étudiants, des doctorants, pour que des passerelles, des ponts se construisent entre le système éducatif suisse et le système des universités marocaines. Si la première exoplanète a été découverte il y a 26 ans de cela, aujourd'hui 5000 autres sont déjà identifiées. Cependant, le scientifique prévient, si la Terre devient inhabitable, l'humanité n'aura pas la possibilité d'émigrer vers une exoplanète. Seule solution préconisée, être respectueux de la planète et la préserver pour les générations futures. Classés secret défense qui ont été scrutés, analysés. Ah oui, tout à fait. Et ce n'est pas farfelu, Laurent. Le rapport a été demandé par le Congrès américain. Ces incidents ont été rapportés par des pilotes de l'armée américaine, des hommes et des femmes, des scientifiques qui sont loin des élucubrations. Alors, le rapport, eh bien, ce rapport, nos amis du New York Times ont eu accès en avant-première. Et vous allez voir que le mystère reste absolument entier, y compris pour les militaires américains sur l'origine de ces phénomènes. Un récit fait avec Ariel Monange et Daniel Stublen. Tout commence avec les témoignages de pilotes américains. Des militaires qui, en 2014 et 2015, observent sur leur radar des objets volants mystérieux. Ils les commentent en direct. C'est quoi ce truc-là? Ça fait des rotations, oh mon Dieu! Et ça avance contre le vent souffle à 120 nœuds. Mais regarde ça! En 2019, là encore sur la côte est, près de la Floride, ces photos d'objets volants sont prises par un copilote. Des objets que le Pentagone ne sait pas identifier et qui inquiètent les pilotes. Pour moi, le plus probable, c'est que ce sont des programmes espions. Cela pourrait être de la technologie russe ou chinoise? Pourquoi pas? Vous êtes inquiet? Franchement, oui. S'il s'agit d'engins tactiques étrangers qui se baladent là-haut, ce serait un énorme problème. Des images et des témoignages pris très au sérieux. Le Pentagone a enquêté sur 120 cas, comme celui de cet objet filmé à haute altitude et qui d'un seul coup disparaît vers la gauche de l'écran. Les journalistes du New York Times ont eu accès au rapport du Pentagone. Ils ont éliminé l'hypothèse que ces choses vues par les pilotes sont des programmes secrets de l'armée américaine. C'était une possibilité et c'est exclu. Le Pentagone, dans son rapport, dit aussi qu'il n'a aucune preuve que ces objets volants soient extraterrestres. En clair, le mystère reste entier. L'affaire, en tous les cas, passionne l'Amérique. Barack Obama l'a commenté. C'est vrai qu'on a du mal à expliquer leur façon de bouger, leur trajectoire. Tout comme Donald Trump, alors président. J'ai eu un briefing sur cette question. Les gens disent avoir vu des ovnis. Est-ce que j'y crois? Pas particulièrement. Le rapport du Pentagone remis au Congrès dans 20 jours ne devrait pas stopper les spéculations. Et vous avez vu des choses que vous ne pouvez pas dire? On voit à un moment donné un gros flash rectangulaire régulier. Et on ne sait pas dire si c'est à 200 mètres, à 2 km ou 200 km. J'ai une question qui m'intéresse personnellement. Est-ce qu'on croit aux extraterrestres quand on est astronaute? Est-ce que le paranormal, les ovnis... J'ai plein de questions là-dessus. Il y a des questions intéressantes. Il y a des astronautes comme Edgar Mitchell qui s'intéressaient au paranormal avant même son voyage vers la Lune. Il a demandé à la NASA, est-ce que vous me laissez participer à quelques manips de télépathie depuis la Lune? La NASA lui a dit, écoute, tu n'en parles pas, tu gardes ça pour toi, et si tu le fais sur ton temps libre, tu fais ce que tu veux. Voilà. Et vous avez vu des choses que vous ne pouvez pas dire? Non. Mais j'ai vu des ovnis qui sont rapidement devenus des OVI. Oui. Objets volants non identifiés, objets volants identifiés. Ah oui, c'est genre des avions de chasse. La première fois, c'est mon premier vol, et à un moment donné, on voit un flash lumineux qui traverse le champ de vue extrêmement rapidement.
Et pendant quelques dizaines de secondes, on se demande qu'est-ce que c'est ce truc. Et puis on a réalisé qu'on est au-dessus des étoiles filantes. Une étoile filante, c'est pas une étoile. C'est un caillou qui brûle en rentrant dans l'atmosphère. Et nous, on est au-dessus. Donc on voit parfois des étoiles filantes, mais qui sont entre nous et la Terre. Et la troisième fois, c'était lors de la mission Hubble. On voit à un moment donné un gros flash rectangulaire régulier. Et on ne sait pas dire si c'est à 200 mètres, à 2 km ou 200 km. Comme un vaisseau spatial qui clignote. On prend les jumelles, on met un certain temps à arriver à focaliser dessus. C'était un Space Pen, vous savez, ce fameux stylo métallique, qui s'était échappé du sas, mais dans l'ombre, c'est le noir absolu. Il n'y a rien qui l'éclaire. Et au moment où il est apparu au Soleil, c'était pendant une sortie dans l'espace pour réparer le télescope Hubble. Il y en a un qui a perdu son stylo. Il est à 20 ou 30 mètres, il avait mal accroché. Et il tournait sur lui-même. Et quand la petite barrette reflétait le Soleil, ça faisait comme un rectangle. Mais pendant, je vous dis, pendant bien 30 secondes, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc, quoi? Putain, c'est fou. Vous croyez à la vie? Alors, vous savez, c'est pas une histoire de croyance. Personne ne peut démontrer que la vie existe ailleurs. Personne ne peut démontrer qu'elle n'existe pas. Et comme disait un ami Hubert Reeves, l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. Écoutez bien. Hein. Joli, oui. L'absence de preuve d'existence d'extraterrestres n'est pas la preuve qu'il n'y en a pas. Ouais. Et chacun peut préférer la réponse à cette question qui lui va bien. Moi, j'aime bien l'idée qu'on n'est pas seul, mais je ne sais pas. Et quand je parle à des exobiologistes, exobiologie, astrobiologie, c'est une science extrêmement exigeante. Il faut être expert en biologie, en chimie, en planétologie, en géologie. C'est une tête, quoi. C'est la science qui étudie le vivant, hein, et y compris extraterrestre. C'est très difficile. Si ça se trouve, on est seul, mais si ça se trouve, il y en a plein. Alors, vous connaissez le paradoxe de Fermi. C'est un paradoxe assez sympa. Si la vie existe ailleurs, alors forcément, elle existe beaucoup ailleurs. Et forcément, il y en a qui sont très avancés par rapport à nous. Il n'y a pas de raison qu'on soit les plus avancés sur des milliards de civilisations. Si chaque étoile, c'est un système solaire. Donc, s'il y en a qui sont plus avancés que nous, il y en a qui devraient être capables de nous avoir déjà rendu visite. Exactement. Mais où sont-ils? On ne les a pas vus. Mais j'aimerais bien, de mon vivant, être là quand on prouve que la vie existe ailleurs. Peut-être très simple, bactérienne, tout simple, mais... Si vous avez entendu parler d'un phénomène étrange ou vu quelque chose dans le ciel, c'est peut-être un ovni. J'ai pas bonjour. On a une demi-tonne de barbe à papa qui est là, on sait pas comment ni pourquoi. De la barbe à papa dans une centrale nucléaire. Les centrales nucléaires, c'est comme les merguez. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans. Ils nous répondent et ils nous disent allô. La barbe à papa émet un signal radio. Oui. C'est dans votre tête tout ça. Ce n'est pas possible. Moi, je le crois, Didier. Moi, je crois à tout ce qu'il a vu. Est-ce que vous y croyez, vous, à une vie extraterrestre ou en tout cas une forme de vie ailleurs? Oui, je pense qu'aujourd'hui, même les scientifiques dont c'est la spécialité auraient plus de mal à penser, ont plus de mal à penser qu'on serait les seuls dans l'univers plutôt que s'imaginer une autre forme de vie. Alors, comme l'explique très bien Rémi Bidot, joué par l'extraordinaire Quentin Dolmer, il y a plein de théories, évidemment. Alors, il y en a qui, à une époque, notamment dans les années 70, on imaginait volontiers des soucoupes volantes encore avec des petits bonshommes verts dedans, des pistolets laser dans une forme un peu humanoïde. Aujourd'hui, il y a plus vraisemblablement des cellules qui existent, de l'eau qui existe sur tel satellite de telle étoile. Donc voilà, la vie, le fait même extraterrestre, enfin les extraterrestres eux-mêmes, si je puis dire, ont un peu évolué et sont plus forcément ces petits hommes verts comme dans la soupe aux choux, par exemple. Mais on est bien d'accord, même si on sent... Vous le faites très bien, vous auriez pu jouer. Entraîné. Vous êtes entraîné. Non, mais on sent même quand même cet héritage de la soupe aux choux. Ce que je veux dire, c'est que vous parliez de Louis de Funès tout à l'heure. Effectivement, il y a certaines scènes qui vous font penser à Louis de Funès. Enfin, quand vous avez vécu ces années-là, je peux le dire, parce qu'on est à peu près de la même année. Comment, pour revenir sur ces idées de croyance et de science, comment vous avez vécu ces derniers mois? Je ne veux pas parler du confinement en tant que tel, mais justement de cette frontière floue qu'on sent entre science et croyance et qui alimente les débats.
Alors, quand je suis venu en ce moment-là, je suis venu en taxi, j'entendais un acteur qui ouvrait sa gueule et je me disais c'est pas obligé qu'il ouvre sa gueule et j'ai pas forcément moins un point de vue intéressant sur la situation. Donc je sais pas trop, science et croyance. Mais est-ce que le fait de tourner OVNI, alors je ne sais pas à quelle période vous avez tourné il y a un an, j'imagine, oui, à peu près. C'était avant toutes ces histoires. Et quand vous vous dites, on a tourné un truc quand même qui était très d'actu, vous vous posez cette question? Vous voyez ce que je veux dire? D'actu, plus parce qu'il y a plein de gens en ce moment qui sont en train de se dire mais oui, les extraterrestres, c'est sûr, ça existe, ils sont là, ils vont venir. Il y a un Israélien qui était en chef de l'aérospatiale en Israël qui, à 89 ans, fait son coming out en disant nous sommes en contact, les États sont en contact avec des extraterrestres. Voilà, moi ce que je sais, c'est que depuis que, non pas forcément après le tournage, mais depuis que j'ai vu la série, quand je lève les yeux au ciel et que je regarde les étoiles et le ciel, je me dis c'est pas possible, faut être fou pour penser qu'il y a personne. Ça a fait un revirement un petit peu. Tu regardes ça, tu dis oui, il y a bien quelqu'un qui les a mis là, ces trucs-là, et puis il y a quelqu'un dedans. Et je veux dire, on n'est pas seul comme un espèce de miracle infini à penser qu'on est les rois du cosmos, parce que sur notre petite terre qu'on est en train de malmener, on serait vivant et le reste, non. Non, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Au début de l'expérience, quand on commence à être paralysé, imaginez un courant électrique. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais je sais qu'ils sont là. Lors de ces expériences, nous avons un contact avec des êtres intelligents. C'est là que j'ai su avec certitude que les enfants étaient enlevés eux aussi. J'ai pensé que les aliens allaient m'attaquer. T'attaquer et faire quoi? Te faire du mal? Oui, Et comment ils feraient ça? je ne sais pas. Bienvenue. Merci à tous d'être venus. Je parle au nom de ma famille pour vous dire que nous apprécions l'effort que vous avez fait en venant partager avec nous cet hommage que nous rendons à mon père. Mon père, John Mack. Vous êtes ses amis, ses collègues? John Mack était un éminent docteur en psychiatrie, un des professeurs les plus respectés de cette prestigieuse université américaine qu'est Harvard. John Mack a été tué accidentellement en septembre 2004. Aujourd'hui, la communauté scientifique de Harvard, mais aussi ses collègues, des proches, des amis, lui rendent un dernier hommage solennel. John Mack a eu comme patient certaines de ces personnes qui, à travers le monde, prétendent être enlevées par des extraterrestres. Après avoir travaillé durant des années avec plusieurs centaines d'entre eux, il a provoqué un véritable séisme en révélant que ces gens-là n'étaient pas fous et qu'ils étaient sincères. Je suis présent aujourd'hui à Boston. J'avais rencontré John un an avant son décès. Nous avions alors commencé à travailler sur ce film. Je retrouve ici un certain nombre de personnes comme Randy, devenus des amis depuis un an. Randy est un enlevé, une de ces personnes qui font l'expérience de ces contacts avec d'autres êtres. Rudy Shield est là aussi. Rudy, scientifique célèbre aux États-Unis, est astrophysicien au Centre d'astrophysique de Harvard. C'était un proche ami de John. La personne est en voiture ou au lit, et puis il y a une lumière, des entités qui entrent dans la chambre. Ils se sentent paralysés, on les prend, on les emmène dans un vaisseau, des choses se passent. Il peut y avoir d'autres personnes. Ils parlent de communication télépathique avec les aliens. Il y a tout un ensemble complexe d'événements qui se produisent et qui sont cohérents d'une personne à une autre. Il y a la base d'une histoire commune ici. Après des centaines de cas étudiés, dans ce pays, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, tout finit par se tenir ensemble.
comme quelque chose de vrai. Et si c'est réel, qu'est-ce que cela signifie? Je suis journaliste d'investigation, ancien reporter de guerre. C'est donc avec la plus grande rigueur que j'ai commencé il y a 2 ans cette enquête sur l'apparition de la vie dans l'univers. Je n'avais aucune idée préconçue, mais les histoires d'OVNI me paraissaient assez farfelues. J'ai été intrigué en découvrant que des scientifiques sérieux consacraient au sujet de nombreux ouvrages. Et après quelques mois, j'ai bien été obligé de me rendre à l'évidence. Non, nous ne savons pas tout. Nous en sommes même très loin. Et Rudy ne me démentira pas. Rudy Schild vient de publier le résultat de toutes ses années de recherche en astrophysique. Cela lui vaut une renommée internationale. Pour ce chercheur infatigable, nos certitudes scientifiques actuelles apparaissent de plus en plus fragiles. Dans l'actu de la semaine dernière, un OVNI, une belle vidéo d'un avion électrique à décollage vertical, des photos et une vidéo de 2 collisions entre avions et voitures, la nouvelle vidéo des consignes de sécurité d'Air France ou encore un aérodrome éphémère sur un lac gelé aux États-Unis. A tout de suite. Bonjour, si c'est la première vidéo de la chaîne Histoire d'aviation que vous regardez, bienvenue. Je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne et instructeur en aéroclub. N'hésitez pas à parcourir mes vidéos et à vous abonner à la fois à la chaîne et aux notifications en cliquant sur la cloche. Quand on est instructeur, il arrive un moment où il faut laisser son élève partir tout seul pour faire son premier vol solo. Un FI avait décidé la semaine dernière de laisser son élève démarrer l'avion tout seul sur l'aérodrome de Lens. Et il semblerait que le frein de parc n'ait pas été serré, ou en tout cas pas assez, et que l'élève n'ait pas vu l'avion avancer ou n'a pas eu le réflexe de freiner. En tout cas, voici le résultat en images. L'avion est venu percuter 2 voitures en stationnement, dont celle de son instructeur justement. On peut imaginer que les prochaines fois, l'instructeur garera sans doute sa voiture bien plus loin, hors de portée des avions. Un événement très semblable est arrivé aux États-Unis, où un avion qui avait atterri sur une route californienne a été percuté par une voiture. Enfin, c'est pas très clair, mais a priori, c'est la voiture qui percute l'avion, comme on le voit sur le début de cette vidéo tournée par un automobiliste. Les constats d'accident vont être sans doute assez originaux, un peu comme cet exemple qui est ressorti sur Internet la semaine dernière, et les discussions entre les assureurs promettent d'être compliquées. Un incident similaire s'était produit en décembre dernier, lorsqu'un avion avait atterri sur une autoroute dans le Minnesota. Il avait réussi, comme on le voit sur cette vidéo de surveillance, à se poser entre 2 groupes de voitures, mais son aile avait ensuite heurté le véhicule qui le précédait. Heureusement, personne n'avait été blessé dans cette collision. Vous avez sans doute déjà vu la vidéo des nouvelles consignes de sécurité d'Air France. Si ce n'est pas le cas, pensez à le faire parce qu'elle est vraiment originale, puisque dans cette vidéo, les hôtesses et les stewards ne sont jamais dans un avion, et on n'en voit d'ailleurs aucun dans la vidéo, à l'exception d'un plan d'évacuation. La vidéo fait la part belle aux hauts lieux touristiques français, avec des séquences tournées à l'Opéra de Paris, au musée du Louvre avec la Joconde, sur la plage et la promenade des Anglais à Nice, pendant un défilé de mode, sur la Tour Eiffel ou encore devant des bouquinistes sur les quais de Seine. L'agence France Presse a diffusé la semaine dernière sur Twitter un reportage sur un aérodrome éphémère situé sur un lac gelé dans l'État du New Hampshire aux États-Unis. Il ne peut ouvrir que si la glace a une épaisseur d'environ 30 cm sur l'ensemble de la surface de la piste, et il n'avait pas pu être mis en service l'an dernier en raison des températures pas assez froides. Joby Aviation, une société basée en Californie, a diffusé la semaine dernière les premières images de son prototype d'aéronef électrique en vol. Cet engin décolle et atterrit verticalement grâce à ses 6 rotors qui pivotent pour ensuite le faire voler comme un avion. D'après Joby, cet appareil, qui dispose de 5 sièges, en incluant celui du pilote,
pourrait voler à plus de 300 km/h sur une distance d'environ 250 km et serait 100 fois moins brillant qu'un avion classique. La société espère pour son taxi volant une mise en service d'ici 2024. L'équipage d'un avion de ligne américain a signalé récemment avoir croisé en vol un objet volant non identifié. Un des pilotes demande sur la fréquence au contrôleur s'il voit un écho sur son radar et signale avoir vu un objet cylindrique croiser leur route à grande vitesse au-dessus d'eux. Alors certes, ce genre de signalement est arrivé à de très nombreuses reprises depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois, la compagnie aérienne a communiqué sur l'événement. American Airlines confirme l'authenticité de la communication radio qui a été diffusée sur Internet et renvoie les médias vers le FBI. Sur Twitter, une hypothèse est évoquée par un débunker, celle d'un Learjet ayant croisé la route de l'avion de ligne. À un tweeto qui avançait qu'un avion de ligne a des ailes et pas un objet cylindrique, MiQuest répond avec cette image montrant qu'à une certaine distance, il est difficile de faire la différence entre les deux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'hab, je compte sur vous pour liker, commenter, partager, suivre Histoire d'Aviation sur les réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à vendredi 19h pour la prochaine vidéo avec un chat en direct et à lundi prochain à 7h. Bonne semaine! Alors maintenant, je vais vous raconter mon histoire. Et Gérard était avec moi. Alors vous allez voir pourquoi je suis aussi fasciné par les extraterrestres. On a tourné, Gérard et moi. D'abord, ça va, mon Gérard ? Mais ça va très bien, oui. Très Merci, bien. Hein, merci d'être à l'antenne avec moi. Comme ça, si on passe pour des fous, on sera deux, ce qui m'arrange. Voilà, je vais vous expliquer. On a tourné, Gérard et moi, un film il y a une petite dizaine d'années maintenant, qui s'appelle Bienvenue à bord. Bon, ceux qui connaissent ce film, c'est un film très drôle, avec Dubosc, Le Mercier, etc. Et un soir, on est au large du Mexique. On est tous les deux sur mon ponton, on était même trois. On était tous les deux, on avait des chambres avec une petite terrasse qui donnait sur le bateau qui navigue, des petites cabines, voilà. Et le bateau navigue en pleine mer des Caraïbes. Il fait absolument très bon. Il doit être 2h du matin. On a fini de tourner et on boit un verre tous les trois en regardant la mer. Oui, un verre. Oui, un verre. Important, c'est important. Un verre. Et si tu me connais un peu, Rémi Barret, tu sais que je ne bois pas d'alcool du tout. C'est vrai. Voilà. Donc je ne mens pas, je ne bois pas. Bon, c'est vrai. Donc et je ne me drogue pas. Et Gérard Darmon non plus. À part l'héros que Gérard Darmon de temps en temps. Voilà. À l'époque, oui, mais bon, je suis tout le temps. Voilà. Et on est sur le ponton, et à l'arrière du bateau, soudainement, je dis à Gérard, regarde Gérard, une étoile filante. Et vous savez que, en général, quand on dit regarde l'étoile filante, tu te retournes, elle est déjà passée. Oui, elle est partie. Sauf que là, on a encore le temps de la voir. Donc le ciel est totalement noir, mais totalement clair. Donc la distance est impossible à établir, ni entre le bateau et ce qu'on est en train de regarder, ni la hauteur avec laquelle elle arrive. Et tout à coup, voilà, il y a un objet. Et Gérard, je te laisse continuer. Ah, très bien, parce que j'allais dire, je suis content que tu racontes, de m'avoir appelé pour que tu racontes l'histoire. Non, on était en novembre, hein, on était en t-shirt, il devait faire 22 degrés, on était sans, très bien, c'est une soirée très cool, il faut le dire aussi, on refaisait le monde, on riait beaucoup et tout. Il y avait cette mer des Caraïbes et ce ciel sombre avec plein d'étoiles, qu'on a l'impression qu'on pouvait les toucher, et tout à coup, vraiment tout à coup, il y a une espèce de lumière multicolore qui est arrivée comme ça et qui est restée statique pendant le temps de se le dire, parce qu'on n'a pas tout de suite le réflexe de se dire « Oh, regarde, prends ton portable, il y a une lumière ». Donc on est surtout putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça peut pas être un hélico parce qu'on est en pleine mer, on est perdu de tout. Ça peut pas être une étoile filante parce qu'on sait tous ce que c'est qu'une étoile filante. Ça file et ça tombe et puis on la voit plus. Ça peut pas être un truc météorologique parce que on est scotché total. C'est resté comme ça tremblotant pendant petite dizaine de secondes. Stable, ce qui veut dire stable. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était stable. De la vitesse d'une étoile filante, je vous laisse imaginer ce que c'est. Tout d'un coup, ça s'arrête net et ça reste stable. Vous n'avez pas eu le réflexe de filmer? Mais non. Non, mais je viens de te dire, tu regardes. On regarde, on est fasciné et c'est reparti vraiment à la vitesse de l'éclair. Mais oui, moi j'ai jamais rien vu de comparable. Et c'est reparti à l'horizontale, c'est arrivé à la verticale, comme de l'espace, tu veux. Ouais. Ça s'est arrêté quelques secondes, donc on était sur un, et là, chouf, c'est reparti à l'horizontale, à une vitesse délirante. Mais quand je dis délirante, c'est délirante. Inutile de dire que Gérard et moi et
l'autre personne qui était là pour dormir derrière. Bonjour. Hein. Impossible. Bah, oui, ce que tu viens de voir, c'est ouf. Et Gérard Darmon, qui est avec nous, non seulement il a vu ça, mais il a remis le couvert, lui, quelques mois après à Paris. C'est vrai ou pas vrai, quelques Gérard? mois après, en sortant d'un tournage de nuit, il était 2h du matin, je rentrais en scooter, et personne dans Paris, c'était une soirée de juin, comme ça, et je prends le pont qui amène au tunnel, qui amène à la Jeanne d'Arc, rue de Rivoli. Vous voyez, et arrivé au feu rouge du Louvre, je vois la même lumière. La même lumière. Je reconnais immédiatement, c'est terrible. Et je reste statique devant ce feu. Là, un taxi vient tout à côté de moi, baisse sa vitre et me dit « Vous l'avez vu vous aussi, hein ?» Bien sûr que oui. Voilà. Et il se tourne vers son client, il lui dit, voyez, donc probablement il avait dû dire à son client, regardez, il y a un machin, le temps que le client se baisse, ce crétin, l'autre était parti, enfin bon, donc, voilà. Et en plein Paris, au-dessus du Louvre, ça m'a sidéré, mais vraiment. Donc voilà, alors, tout ça pour dire que si on vous raconterait pas des conneries, ou alors on dirait tout de suite, c'est le 1er avril, on vous fait une vanne. Oui, je vous jure que c'est pas une vanne. On l'a vu. En plus, je peux pas définir ce que c'était vraiment, mais je sais qu'il y avait quelques couleurs, plusieurs. Il y a un jaune orange. Orange, ouais. Moi, je me souviens du orange. Qui était dominant et une espèce de chose, non identifiée. C'est vraiment le cas de le dire, quoi. Parce que là, dans Paris, on peut dire plein de choses, mais en plein milieu de ce triangle des Bermudes en plus. On était en fameux triangle des Bermudes. Là, c'est vraiment très impressionnant parce que ça vient de nulle part et c'est reparti nulle part. On n'a rien. On n'a rien compris. Ouais. J'en ai parlé à quelques personnes qui m'ont dit que c'était bon signe, mais bon, avec un petit côté un peu superstitieux comme ça, et que c'était bien d'avoir vu ça. Mais souviens-toi, Philippe, on n'a pas voulu en parler le lendemain au tournage. On avait peur que tout le monde se foute de notre gueule. Oui, bien sûr. Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 22 février 2022, 9h36, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Hein? C'est comme l'intro maintenant qui est devenue comme une base à toutes mes vidéos. Préparez-vous, ça va être encore pire. Maintenant on va aller plonger encore dans l'univers des ovnis. C'est le Sun qui nous rapporte le récit de ce pilote d'American Airlines qui avait été témoin de quelque chose. C'est fascinant. Et l'histoire est la suivante. On a un rapport qui a été publié de ce pilote d'American Airlines qui a été témoin d'un événement et qui a mis même le FBI, a laissé le FBI complètement pantois, sans mots. Et l'histoire est la suivante. C'est un pilote d'un vol d'American Airlines, le 2292, pour être plus précis, qui aurait vu un ovni survoler le Nouveau-Mexique en février 2021, donc il n'y a pas longtemps, 1 an à peu près. Et le FBI a depuis confirmé qu'il était au courant de cet incident. Donc il y a exactement aujourd'hui 1 an, les experts en ovni parlaient des rapports d'un pilote qui prétendait avoir vu un long objet cylindrique survolant le Nouveau-Mexique. Souvent, on entend cette description-là par les témoins d'un objet cylindrique. American Airlines et le FBI ont confirmé des informations selon lesquelles le vol AA2292 qui voyageait entre Cincinnati et Phoenix le 21 février 2021 a eu un quasi-accident, imaginez-vous, rien de moins, avec un objet volant non identifié peu avant 20 heures. Heure locale, ou plutôt 21h, heure locale à l'époque. Le pilote a contacté le contrôle de la circulation aérienne d'Albuquerque pour demander des informations sur l'observation bizarre et a été entendu demander s'il y avait des cibles en l'air, s'il y avait eu quelque chose qui avait été
expérimentés, lancés par l'armée américaine ou d'autres, peut-être d'autres avions qui étaient dans le ciel au même moment. Et on a ajouté qu'il n'y avait absolument rien au niveau de la tour de contrôle. Le pilote a dit, je déteste dire ça, mais ça ressemblait à un long objet cylindrique qui ressemblait presque à un type de missile de croisière. Donc c'est pour ça qu'il avait demandé s'il n'y avait pas des tests ou quelque chose qui se passait, se déplaçant très rapidement juste au-dessus de nous, imaginez-vous. Alors qu'American Airlines a initialement minimisé le rapport, un porte-parole de la compagnie a confirmé l'incident dans un communiqué qui disait « Après un débriefing avec notre équipage de conduite et des informations supplémentaires reçues, nous pouvons confirmer que cette transmission radio provenait effectivement du vol 2292 d'American Airlines le 21 février. » La Federal Aviation Administration a ajouté dans sa déclaration que les contrôleurs aériens n'ont vu aucun objet dans la zone sur leur écran radar. Mais l'observation est rapidement devenue l'une des observations devenues les plus importantes de 2021, car c'était l'un des nombreux déclencheurs qui ont vu les experts pousser pour plus de transparence de la part du gouvernement américain sur les enquêtes sur la vie, par exemple, extraterrestre. Et on a vu que le Congrès avait demandé à toutes les agences d'information de leur remettre un rapport dans lequel on a appris qu'il y avait au moins 141 encore observations qui avaient été impossibles d'expliquer et qu'on ne fermait pas la porte, et oui, à la présence peut-être de visiteurs venus d'ailleurs. Dans une exclusivité du Daily Star en septembre de l'année dernière, des pilotes anonymes s'étaient manifestés en affirmant qu'ils pourraient perdre leur emploi pour avoir signalé des observations, bien que beaucoup aient été vus auparavant. Un pilote a déclaré que les patrons des compagnies aériennes étaient si hostiles aux affirmations d'extraterrestres qu'un collègue a été invité à consulter un psychologue après avoir signalé un ovni. Un autre a déclaré au Daily Star que quand quelqu'un dit ovni, tout le monde pense qu'ils font référence à des extraterrestres, mais ce n'est pas toujours le cas, surtout avec l'augmentation des activités de drones. La plupart des pilotes utiliseront des expressions comme trafic non identifié ou phénomène aérien. Personne ne veut dire ovni. Si vous dites ovni, les gens pensent que vous êtes ivre, drogué ou cinglé. Un autre pilote a ajouté de nombreux pilotes de ligne, y compris des pilotes autonomes et militaires, ont eu des rencontres en altitude avec des ovnis pendant de nombreuses décennies, et même avant que l'Internet apparaisse. Les rencontres sont rapportées par contre en interne et entre collègues et atteignent rarement les médias. Quand on a la chance d'être un témoin proche, c'est vraiment très sérieux. Il y a des avantages à avoir une fenêtre de bureau à 37 000 pieds en altitude, nous dit un des pilotes. Fascinant. C'est pas nouveau. Et honnêtement, on entendra parler de plus en plus de ça. Il y a de ces histoires qui sont probablement des drones, mais il y a de plus en plus de pilotes et des histoires plus anciennes, comme on dit avant l'Internet, qui sont très sérieuses. Donc, c'est un sujet qui est à prendre très au sérieux. Puis on n'a pas fini d'en parler. Moi, j'aime ça en parler de façon rationnelle, parce que je suis convaincu, personnellement, qu'on est le fruit, déjà, nous, de cette présence, puis ces visiteurs venus de loin il y a très longtemps, mais qu'il faut prendre cette question-là sérieusement, mais pas de façon trop farfelue. Parce que c'est maintenant pris au sérieux, puis c'est important que ça le reste. C'est pris au sérieux par les gouvernements, les agences d'information, de renseignement, par les gouvernements maintenant. Puis pour nous autres, c'est important de rester rationnel puis sérieux, parce que de toute façon, tu n'as plus besoin d'être vraiment farfelu. Il y a tellement de récits que ça parle. Les récits parlent d'eux-mêmes. Je vous reviens. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le vendredi 7 janvier 2022. Je souhaite lire pour vous la lettre que j'adresse ce jour à Monsieur le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ministère des Solidarités et de la Santé, Monsieur le ministre de la Santé, 14 avenue Duquesne, 75 530, Paris 07 SP.
Lettre envoyée le jour même en recommandé avec accusé de réception. Objet. Français se disant victime d'agressions graves psychiques ou corporelles de la part d'étrangers extraterrestres ou présumés comme tels. Lettre lue et publiée sur la chaîne YouTube Aliens Crop Circles Crushing Channel. Lille, le vendredi 7 janvier 2022. Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités, si vous ne l'êtes pas déjà, je vous informe de la parution du livre Rencontres extraterrestres, publié début août 2021 chez lulu.com. 19 personnes y témoignent d'intrusions extraterrestres ou perçues comme telles dans leur histoire vécue. Certaines d'entre elles se plaignent et souffrent d'atteintes graves des organes génitaux, et les entités seraient responsables, dans un cas, de manipulation médicale mettant en doute la paternité de 2 enfants. Le dernier témoin, Jean-Louis, de formation supérieure en avionique spatiale et astronomie, a été victime de tortures psychiques et corporelles de la part d'un être gris souvent cité. Ces témoins et victimes sont membres de l'association de soutien aux victimes CERO France. En tant que lanceur d'alerte, depuis 2008, je suis victime de ces entités. L'État français doit briser son silence immédiatement et mettre en œuvre ce qu'il peut et ce qu'il doit pour secourir et protéger les Français. Veuillez agréer, Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités, mes salutations distinguées. Sous-signé, moi-même Jean-Charles Bourquin. Voici le livre CERO France, Rencontres extraterrestres, publié en août 2021, que j'ai rapidement acquis et lu dans son intégralité. Il se termine par les points de vue de psychologues, psychothérapeutes, au nombre de 3, qui ont été dans cette association ou aident cette association et les victimes qui s'y inscrivent et en sont membres. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous informe qu'une vidéo est programmée pour la fin juin concernant des manifestations ovnis extraterrestres, dont l'une très spectaculaire à Marion dans l'Ohio, aux USA, le 16 septembre dernier. Cette vidéo donc sera publiée le 31 janvier de ce mois-ci. Je vous remercie pour votre attention et tous les soutiens que vous voudrez éventuellement apporter à moi-même, aux victimes. Je précise
des soutiens non financiers en ce qui me concerne. Bien entendu, je ne demande aucun argent. Je demande, autant que vous voudrez bien le faire, des soutiens en termes de partage de l'information ou d'actions que vous jugerez utiles dans le cadre de nos lois pour faire connaître cette affaire et aider les médias ou informer les médias, nos élus, nos scientifiques, sur tout ce qui se passe là, qui est d'une extrême gravité. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel UFOdio. UFOdio, c'est de l'UFO en mode audio. Nous avons besoin d'une analyse scientifique des données satellitaires sur l'UAP par Avi Loeb. Plus tôt cette année, l'armée américaine et la communauté du renseignement ont publié un rapport sur les phénomènes aériens non identifiés, UAP, également appelés OVNI. Avant la publication du rapport, l'ancien directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a déclaré « Nous parlons d'objets qui ont été vus par des pilotes de la marine ou de l'armée de l'air ou qui ont été captés par des images satellites qui se livrent franchement à des actions difficiles à expliquer, des mouvements difficiles à reproduire pour lesquels nous n'avons pas la technologie. » La partie qui attire l'attention de cette déclaration est la référence à l'imagerie satellite. Moi et les centaines de scientifiques engagés dans l'étude de l'UAP n'ont jamais vu de données publiées à ce sujet. Nous serions extrêmement intéressés par l'analyse de toutes les données sur les objets qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et ne suivent pas des orbites balistiques comme les météores. Mais aucune de ces données n'est actuellement disponible pour ouvrir une analyse scientifique. Bien sûr, la citation de Radcliffe est une base insuffisante pour une enquête scientifique de fond. Mais des données non classifiées à rassembler par des satellites non gouvernementaux pourraient être mises à disposition pour une analyse scientifique ouverte. Des progrès dans notre compréhension des données d'imagerie satellitaire connexes peuvent également provenir du nouveau bureau créé récemment par la National Defense Authorization Act, NDAA, pour l'exercice 2022. Le bureau, qui sera créé d'ici la mi-2022, aura le pouvoir de commencer un effort coordonné de signalement et de réponse au PAN et d'améliorer considérablement le partage de données entre les agences sur les observations de PAN. Ce nouveau bureau sera administré conjointement par le secrétaire à la Défense et le directeur du renseignement national et il habilitera le personnel militaire et civil ainsi que la communauté du renseignement à signaler les incidents et les informations impliquant l'UAP. Si le nouveau bureau détermine que les objets contenus dans les données d'imagerie satellitaire sont si inhabituels qu'ils ne peuvent pas être fabriqués par l'homme et ne relèvent donc pas de la sécurité nationale, il serait alors logique de soumettre les données à une analyse scientifique. Une origine naturelle ou extraterrestre sera d'intérêt international et bénéficiera à l'humanité dans son ensemble et enrichira nos connaissances scientifiques partagées. Les protocoles pour un éventuel contact avec l'intelligence extraterrestre étaient principalement inspirés dans le passé par la possibilité de détecter des signaux radio provenant de planètes autour d'étoiles lointaines. Étant donné que le système stellaire le plus proche, Alpha Centauri, se trouve à 4,4 années-lumière, de tels signaux nécessiteraient une décennie ou plus pour une conversation aller-retour. En conséquence, ils n'ont pas de conséquences sur notre avenir immédiat. Mais un type de contact différent pourrait avoir des implications rapides.
Il s'agit d'objets physiques d'une autre civilisation qui sont déjà là, attendant d'être remarqués comme un colis dans notre boîte aux lettres. Le matériel qui arrive n'a pas besoin d'être sans cervelle, mais pourrait posséder une intelligence artificielle, IA, recherchant des informations sur les planètes habitables autour du Soleil. Une rencontre de ce type implique un contact instantané sans retard significatif du temps de communication. Le potentiel d'un engagement immédiat modifie le protocole de réponse par rapport à un signal radio retardé. Actuellement, il n'y a pas d'accord international sur la façon dont l'humanité devrait s'engager avec un objet en visite d'origine extraterrestre. Il serait prudent de formuler des lignes directrices avant qu'elles ne soient nécessaires. Tout engagement pourrait avoir des implications pour l'avenir de l'humanité et ne devrait pas être laissé aux caprices spontanés d'une petite équipe de chercheurs. Nous devons peser les risques et les avantages qui découleront des différents engagements. L'arbre de décision sur la façon de procéder aura des branches qui dépendent des propriétés et du comportement des objets. Comme il est difficile de prévoir ces inconnus à l'avance, les décisions devront être prises en temps réel. Déchiffrer l'intention d'un équipement extraterrestre intelligent peut ressembler au défi de casser le code d'un dispositif de cryptage. Nous pourrions avoir besoin de nous fier à nos systèmes d'IA pour déterminer l'intention des systèmes d'IA extraterrestres. Une interprétation correcte du contact rapide avec les technologies extraterrestres pourrait apporter l'avancée la plus significative dans la compréhension de la réalité qui nous entoure dans toute l'histoire des humains. Notre migration historique hors d'Afrique a commencé il y a environ 100 000 ans, mais une future migration hors de la Terre pourrait être déclenchée par un dialogue avec un message de loin qui ne ressemble à rien de ce que nous avions vu auparavant. Bonjour, je suis Marie-Ève Naud. Et moi, c'est Caroline Piolet. Nous sommes astronomes à l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Dans notre dernière capsule, on a exploré un type spécial d'exoplanète qui est particulièrement intéressant pour la recherche de vie extraterrestre, les Terres 2.0. Aujourd'hui, on va parler justement de cette vie extraterrestre, comment la trouver et à quoi elle pourrait ressembler. Il est plus facile de commencer en parlant de la vie telle que nous la connaissons sur Terre, puisque c'est le seul endroit dans l'univers où nous sommes certains que la vie existe. La planète Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. On sait que la vie est apparue environ 1 milliard d'années plus tard. Au départ, il s'agissait de formes de vie très simples, avec une seule cellule. Puis, il y a eu des formes de vie plus complexes, comme les cyanobactéries, qui peuvent faire de la photosynthèse, ou encore les eucaryotes, qui possèdent un noyau à l'intérieur d'une membrane. Il a ensuite fallu attendre quelques centaines de millions d'années pour voir se développer de la vie avec quelques cellules seulement. Et on est encore très loin des êtres humains. Les premières plantes sont apparues il y a 850 millions d'années, suivies des premiers animaux. Les dinosaures ont dominé la Terre il y a 240 millions d'années. L'Homo sapiens, ou humain moderne, a fait son apparition il y a 300 000 ans. Ça fait donc très longtemps qu'il y a de la vie sur Terre, mais ce sont des formes de vie très simples qui ont peuplé la planète pendant la grande majorité de son histoire. Si la vie a pu se développer sur la Terre, serait-il possible qu'il existe de la vie ailleurs? De la vie extraterrestre? C'est possible, mais on n'en a pas encore trouvé. Le premier endroit où on cherche de la vie, c'est bien sûr notre système solaire. Mars est une candidate de choix,
étant donné que c'est une planète qui est très proche de la Terre et qu'elle a certaines similitudes avec elle. Vers la fin du 19e siècle, des observations de Mars semblaient montrer qu'il existait des canaux à sa surface, et certains ont imaginé qu'ils avaient été construits par une vie intelligente. Mais on s'est rendu compte par la suite que c'était seulement une illusion d'optique. Il y a quand même des endroits très intéressants dans le système solaire, où la vie, sous forme microbienne, pourrait se cacher. C'est vrai. Jupiter et Saturne possèdent plusieurs lunes et certaines d'entre elles pourraient être ce qu'on appelle des mondes d'eau. Par exemple, Encelade, une lune de Saturne, ou Europe, une lune de Jupiter, sont composées d'un noyau solide et d'un océan d'eau liquide, le tout recouvert d'une couche de glace. On pense que c'est possible que la vie puisse évoluer dans les océans de ces lunes. Le problème avec la vie sous forme microbienne, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de jasette. Trouver des formes de vie plus évoluées serait donc l'idéal, car on pourrait potentiellement même échanger avec eux ou à tout le moins avoir une preuve plus directe que la vie existe. En anglais, il existe le programme SETI, qui vise à trouver de la vie extraterrestre intelligente ailleurs dans notre galaxie. Jusqu'à présent, on n'a repéré aucun signal qui semblerait provenir d'une autre civilisation. Mais il faut dire que l'univers est immense. Même s'il existe de la vie intelligente dans notre propre galaxie, il est très improbable qu'on puisse communiquer ensemble puisque les distances sont trop grandes. Même un signal radio prendrait des centaines et même des milliers d'années à se rendre jusqu'à nous. Heureusement, il existe une autre façon qui pourrait nous permettre de trouver des indices liés à la présence de vie sur une Terre 2.0. C'est ce qu'on appelle des biosignatures. Il s'agit principalement de molécules dont la présence est liée à la vie. Il existe en effet plusieurs de ces molécules qu'on pourrait détecter dans l'atmosphère d'une exoplanète, comme par exemple l'oxygène que j'inspire ou le gaz carbonique que j'expire. Et ces molécules peuvent être détectées par certains instruments sur des télescopes comme le télescope spatial James Webb, qui sera le sujet d'une future capsule. Évidemment, on parle ici de chercher de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Il existe une multitude de formes de vie sur Terre et certaines sont très différentes de vous et moi. Certaines sont ce qu'on appelle des extrémophiles. Ce sont des formes de vie qui peuvent survivre à des environnements que nous, on considère extrêmes. Et il existe, par exemple, des animaux microscopiques qu'on appelle des tardigrades et certaines sortes de bactéries qui peuvent survivre dans des environnements très chauds ou très froids, très acides ou très basiques. On a été étonnés de retrouver des extrémophiles même au plus profond de la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond des océans sur Terre, ou même sur les panneaux solaires de la Station spatiale internationale. Des formes de vie similaires pourraient très bien se trouver sur une autre planète. Mais jusqu'à maintenant, on n'a aucune preuve qu'il existe de la vie ailleurs que sur Terre. Ça fait pourtant très longtemps que les humains se demandent s'ils sont seuls dans l'univers. C'est vrai. Déjà dans l'Antiquité, certains philosophes étaient convaincus que l'univers était peuplé de multiples planètes semblables à la Terre et qu'elles étaient habitées. Aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire, on a des outils technologiques qui pourraient nous permettre de répondre à la grande question « Sommes-nous seuls dans l'univers? » Et vous, pensez-vous qu'il en existe de la vie ailleurs que sur Terre? C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons de la méthode qui a permis de détecter une exoplanète pour la première fois. Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 3 février 2022, 13h35, heure du Québec. Heureux de vous retrouver sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Ceux qui le sont, merci infiniment. On va plonger encore une fois dans le monde mystérieux
de la zone 51, hein, cet endroit mystique, ou presque, autour duquel il y a beaucoup de théories, des fois appelées conspirationnistes. Mais on le sait, il y a énormément d'activités cachées, et ça a pris beaucoup de temps avant que le gouvernement américain admette que cette zone-là existe. Donc, il y a quand même, des fois, des raisons de se poser des questions qui vont, des fois, même jusqu'à des idées plus conspirationnistes, comme on les appelle. On sait qu'il y a eu beaucoup d'histoires aussi tournant autour d'événements dans les années 40 où il y aurait eu 40-50 écrasements d'ovnis, de soucoupes volantes, et qu'on a modifié ces histoires-là rapidement par la suite, mais les grands titres des journaux, quand c'est arrivé, publiaient que l'histoire était qu'une soucoupe volante s'était écrasée, au moins une, avec peut-être même des passagers. Et on a cette idée qui est là, qui est véhiculée, puis qui a été exposée, puis confirmée pour ces gens-là par plusieurs, qui étaient proches de ces dossiers-là, et d'autres qui ont travaillé dans des organisations gouvernementales reliées à ces dossiers-là, ont confirmé ces histoires-là. Donc, c'est pas nouveau qu'on a cette théorie qui veut que, par exemple, les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine probablement ont déjà entre leurs mains des, parce qu'il y en a tellement qui survolent puis qui viennent nous visiter, ont déjà entre leurs mains des ovnis, des soucoupes volantes, et qu'on a étudié, puis qu'on a défriché, puis décodé la technologie de ça, puis qu'on est en train de développer des avions qui pourraient surprendre, ou des objets volants qui pourraient surprendre même les pays les plus avancés, et penser que ça vient d'ailleurs peut-être. Mais ça vient d'ailleurs, mais développé par nous. Et il y a même des gens, et j'en ai parlé souvent, qui prétendent qu'il y a même des matériaux qui sont utilisés, qui ne sont même pas de... et on les a entre nos mains, notre possession, d'origine terrestre. Donc, là, je reviens à l'histoire que je veux vous partager, qui vient d'être publiée à peine quelques secondes par The Warzone, un site qui fait beaucoup de recherches, vous le savez. Et on nous dit, dans ce cet article quand même assez détaillé, que je vais vous laisser dans la boîte de description, qu'un avion mystérieux a été repéré dans la zone 51 sur une image satellite sans précédent. Et c'est vrai, moi j'ai vu les images, là. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Un avion de la taille d'un chasseur sans queue, en forme de delta, qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Wow! Aurait été vu sur ces images satellites. C'est rapporté par Tyler Rogoway, 2 février. Donc hier, mais ça vient d'être publié. Environ 8 ans depuis le début de sa construction, l'immense hangar, dont on a déjà parlé, situé à l'extrémité sud éloignée du centre d'essai en vol clandestin de l'Air Force à Groom Lake, mieux connu sous le nom de Zone 51, semble avoir un peu ou pas d'activité. Sur la base d'images satellites commerciales et de vidéos sporadiques prises par des randonneurs de Tikaboo Peak, à des dizaines de kilomètres de là, il n'y a jamais eu plus d'une poignée de véhicules à proximité. Rien d'important en termes d'infrastructure n'a été construit autour. Maintenant, pour la première fois, l'imagerie satellite de Planet Labs montre non seulement l'activité autour du mystérieux hangar, mais la nature de cette activité est un avion à aile delta exotique jamais vu auparavant, stationné sur son tablier nord. Nous sommes tombés sur ce développement après avoir effectué nos analyses régulières des images basse résolution de Planet Labs de divers lieux d'intérêt à travers le monde. La zone 51 est toujours un endroit populaire lorsqu'il s'agit d'images satellites accessibles au public. En jetant un coup d'œil aux images quotidiennes de résolution de 3 mètres de la base, nous avons remarqué l'apparition d'une goutte à peu près en forme de delta sur le tablier nord du grand hangar sud. Le premier cliché qui contenait cet objet était daté du 26 janvier 2022. Comme nous n'avons jamais vu d'action autour de ce hangar, nous avons trouvé cela étrange. Peut-être est-ce un grand groupe de véhicules ou une sorte de nouvelle construction, pensait-on. Mais c'est pas ça du tout, et on se retrouve avec
un avion, on découvre un avion qui n'a pas de surface de queue discernable, dans ce qui est probablement son échappement s'étendant vers l'arrière et mélangé sur les bords de fuite incurvés des ailes, fournissant quelque chose d'un sommet arrière. Son fuselage avant se rétrécit, en ce qui est très probablement un nez pointu. Il n'y a aucun doute à ce sujet, il s'agit d'un design fluide qui serait probablement très impressionnant de voir. Wow! Fascinant. Donc, je vous laisserai l'article dans la boîte de description. Et on le sait, on a beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions. On voit ces... Hein, on l'a vu, toute cette... comment dire... attrait et intérêt maintenant même des élus du Congrès américain pour savoir ce qui se passe vraiment avec tout ce qu'on peut... tout ce dont on peut être témoin, tout ce que les... militaires et pilotes ont été témoins pour savoir exactement ce que c'est. On veut savoir ce que c'est. Il y a probablement des concepts qui ont été peut-être empruntés à des civilisations plus avancées. La Chine, d'ailleurs, a avancé avec ses propres concepts sans pilote, apprend-on, à grande vitesse, y compris le WZ-8 propulsé par fusée et lancé par air. Cet avion a également une conception en forme de delta, bien qu'avec des grandes ailettes très abruptes. Alors que celui-là n'a pas d'aile, apparemment. Pourtant, il n'est pas clair si la conception de l'aile vue sur l'image satellite supporterait une vitesse aussi incroyable que celle dont on pense avoir vu et être témoin. Hein? Quelque chose lié aux efforts de développement et de test de véhicules aériens de combat sans pilote avancé qui manque encore mystérieusement est également une possibilité. Mais au plus haut niveau, amener ce type de capacité à un état opérationnel devient enfin une priorité. Donc, qu'est-ce qui a été vu? Qu'est-ce que c'est? Je vous laisserai ça, c'est fascinant. C'est bien documenté. Et c'est très sérieux. The Warzone, hein, The Drive, qui nous rappelle que, eh oui, il y a beaucoup d'activités à cette fameuse zone 51. Premier invité de cette émission spéciale du Mag de la Science, Michel Viseau, bonjour, spécialiste de la vie extraterrestre. Ça se voit tout de suite, rien qu'au t-shirt. Vous êtes responsable de l'exobiologie au CNES, Centre national d'études spatiales. C'est quoi l'exobiologie? Alors l'exobiologie, pour simplifier, c'est la recherche d'une forme de vie extraterrestre. Alors il y a deux endroits où on peut la chercher. D'une part, à côté de chez nous, c'est-à-dire dans le système solaire. Et là, on peut y aller en explorant, en recherchant sur place, éventuellement en rapportant des échantillons. Et puis, il y a la recherche de la vie extraterrestre sur les exoplanètes, sur des planètes qui tournent autour d'autres soleils. Où on est sûr de ne pas aller après-demain matin, en tout cas. Hein. Je pense que c'est même une illusion de penser qu'on peut y aller avec les règles de la physique que l'on connaît aujourd'hui. On va commencer par le proche, le système solaire. On commence évidemment par la Lune. Il y a de la vie? Alors, il n'y a pas de vie sur la Lune. Il y en a eu? Il n'y a probablement jamais eu de vie sur la Lune parce qu'il n'y a jamais eu d'eau liquide sur la Lune. Ah, il faut de l'eau pour qu'il y ait de la vie. Pour que la vie, telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui, puisse exister, il faut qu'il y ait de l'eau liquide à la surface ou à l'intérieur du corps planétaire que l'on considère. On dépasse l'approche banlieue. Mars. Mars, c'est tous les aliens. Mars, c'est effectivement l'endroit où il est possible que la vie ait commencé à se développer. Éventuellement, elle a pu se développer. Alors, quand je parle de vie, je parle de micro-organismes. Et je ne parle pas d'autre chose. Pas les petits hommes verts. Il n'y a pas de petits hommes verts. On est sur des cellules uniques, bactériennes, extrêmement simples. On ne va pas plus loin que ça. Alors, sur Mars, il a pu y avoir le début de la chimie de la vie. C'est peut-être aller assez loin, mais ça, on ne le sait pas. On ne peut le savoir qu'en y allant et justement en le cherchant et en rapportant des échantillons. Et c'est l'endroit le plus probable du système solaire sur lequel on a des chances de trouver quelque chose. Et donc aller sur Mars, c'est le troisième volet de l'exobiologie, c'est de comprendre comment la vie a pu émerger aussi sur Terre. Restons, après, on va décoller de Mars. Il y a un embryon. Oui, il y a eu. Sur certains... Il y a eu de l'eau liquide sur Mars pendant un certain temps.
Et le certain, on ne sait pas si c'est 2000 ans, 50 000 ans, 1 million d'années, 10 millions ou 100 millions d'années. Et ça fait une différence sur les possibilités de développer une forme de vie. On sort du système solaire. Comment est-ce qu'on fait quand on est exobiologiste pour trouver ailleurs d'éventuelles traces de vie? Alors, on peut avant s'arrêter sur Encelade et sur Europe, les satellites glacés des planètes géantes, où là, il y a des formes de vie qui ont peut-être développé, ou une chimie qui s'est développée, mais cette fois-ci sous une croûte de glace. Et donc, c'est une vie qui n'est pas en surface. Une vie éventuelle. Une vie qui continuerait encore en ce moment? Eh bien, il y a des Américains qui sont prêts à proposer des missions pour aller vraiment chercher la vie sur Europe, par exemple. On n'a aucun indice pour l'instant. Europe, satellite de Jupiter, satellite glacé de Jupiter, sur lesquels on a trouvé un océan qui ferait entre 100 et 500 km de profondeur. La partie la plus profonde sur Terre, c'est 11 km. Oui. Et qui serait sous une croûte de glace qui ferait entre 15 et 100 km d'épaisseur. Et qui vivrait là, bien au chaud, protégé? Et il vivrait, pas protégé, il vivrait au chaud parce que la chaleur, elle vient de dessous. Oui. Elle vient d'un effet de marée, etc., de la planétologie qui nous explique pourquoi cet océan est liquide. Pourquoi est-ce que je parle d'Europe avant d'aller plus loin? C'est parce que cette configuration, on peut la retrouver sur des planètes extrasolaires. Donc sur les planètes qui tournent autour d'autres soleils. On a à peu près 4000 planètes confirmées autour de à peu près 2500 systèmes solaires. Il y a parmi tout ça une cinquantaine de planètes qui sont ce qu'on appelle dans la zone d'habitabilité. C'est-à-dire dans la zone qui entoure le Soleil, dans la zone qui entoure son 7 étoiles, où la chaleur est telle que si je me rapproche trop près, je vais chauffer trop et toute l'eau va être sous forme de vapeur. Vénus, pour simplifier. Et si je m'éloigne trop, toute l'eau va être sous forme de glace. Mars, pour simplifier. Et donc, dans cette zone-là, c'est la zone d'habitabilité. En fonction de l'énergie émise par le Soleil, cette zone d'habitabilité, elle est plus près ou plus loin, etc. Au total, on a une cinquantaine de planètes que l'on connaît parmi les 4000 que l'on a détectées, qui sont dans cette zone habitable. Et qui ont une taille qui justifierait qu'elles soient solides, ce qu'on appelle des planètes telluriques ou rocheuses, c'est-à-dire qu'il y ait un corps solide et pas des géantes glacées, des géantes gazeuses. On les a repérées. On les a repérées. On fait quoi? On cherche quoi? Et comment? Alors, ce qu'on espérerait chercher, c'est être capable de détecter leur atmosphère et, dans cette atmosphère, de détecter des signes chimiques par spectrométrie, donc c'est vraiment de la chimie de base, d'une molécule caractéristique. L'oxygène. Parce que, par exemple, sur Terre, c'est la vie qui a amené l'oxygène moléculaire, le dioxygène, O2, ce que nous respirons, dans l'atmosphère. Ce sont des bactéries qui, à un moment donné, sont devenues photosynthétiques, c'est-à-dire qu'elles sont capables, avec la lumière, de transformer le gaz carbonique et l'eau en elle-même, c'est-à-dire en sucre, en émettant de l'oxygène. L'oxygène était un sous-produit. Et c'est ce sous-produit qui est, par exemple, caractéristique d'une forme de vie, parce que, justement, l'oxygène moléculaire est extrêmement rare dans l'univers. Autant le CH4, le CO2, le CO, c'est très classique, c'est très courant. Le silicium, les silicates, il y en a partout, etc. Par contre, l'oxygène moléculaire, ça, c'est très rare. De l'eau, de l'oxygène et une zone d'habitabilité. Si on trouve, on fait quoi? Alors, si on trouve des bactéries sur Mars, ça va être d'abord une révolution, parce que ça veut dire que si on trouve sur la planète d'à côté une forme de vie dont on peut montrer qu'elle est indépendante de l'apparition de la vie sur Terre, ce sont deux origines totalement différentes. Là, si la vie il y a sur Mars, ça veut dire que vraiment il y en a partout dans l'univers, sur toutes les planètes qui sont habitables, on a des chances de trouver quelque chose. Michel Viso, on n'est pas jeunes tous les deux. Vous pensez qu'on aura de notre vivant un petit échantillon, d'un échantillon de vie ramené de Mars? J'espère déjà avoir un échantillon martien rapporté de Mars. Et évidemment, l'idéal, ce qui conforterait nos intentions, nos idées, nos hypothèses, c'est de trouver une forme de vie fossile ou vivante, mais une forme de vie. Mais même si on trouvait déjà des éléments chimiques, il y a des fossiles chimiques de ce qu'on appelle la chimie prébiotique, c'est-à-dire des objets chimiques qui sont déjà élaborés avec une dizaine ou une vingtaine d'atomes de carbone. Là, ça serait déjà quand même vachement excitant. Merci. Merci Michel Viso d'avoir été notre invité. Grâce à vous, on a bien compris que si on trouve de la vie, ça ne sera pas des petits hommes verts.
Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 10 décembre 2021, 10h30, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci d'être avec moi sur YouTube. Imaginez-vous, pour ceux qui s'intéressent, comme moi, le sujet millénaire de la vie extraterrestre ou de visiteurs qui seraient venus ou qui continuent à venir, ou même nous, pourquoi pas, nous qui sommes peut-être des visiteurs de l'espace, nous-mêmes, eh bien, imaginez-vous que ce sujet-là a évolué énormément au cours des dernières années. Pendant un certain temps, on était qualifié d'hurluberlus, de gens farfelus, de conspirationnistes, mais là maintenant, le phénomène des ovnis, qu'on appelle maintenant phénomène aérien non expliqué, a pris de la crédibilité avec les témoignages, naturellement, de membres de plusieurs corps militaires à travers le monde, autant les Chiliens, les Russes, les Chinois, que les Français aussi, et les Canadiens et les Américains, qui ont admis, c'est toutes ces agences militaires-là, admis que leurs membres avaient eu des rencontres bizarres dans les airs, entre autres. Donc, on a commencé à prendre ça au sérieux. Même ces pilotes qui, au début, se sentaient un peu gênés de parler de ça, de leurs aventures, maintenant sont ouverts et on a admis que ce phénomène-là existe. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. On a eu un rapport qui a été demandé par l'administration Trump à l'époque et qui a été déposé l'été dernier de toutes les agences de renseignement américaines concernant ce sujet. Et dans ce rapport-là, on a au moins 141 de ces expériences-là, de ces observations-là, qui ont été inexpliquées. On ne sait pas si c'est des drones, on ne sait pas si c'est des phénomènes aériens. On n'était pas fermé à l'idée que ce soit des visiteurs venus de l'espace. Et là, imaginez-vous, ça prend tellement une tournure différente maintenant, avec cette nouvelle qui vient de tomber, qui nous est rapportée par le US Sun, et qui nous dit que des extraterrestres ont peut-être déjà visité la Terre, nous révèle un rapport explosif de la NASA, alors que le Pentagone accélère la chasse, pas aux sorcières, mais la chasse aux ovnis. Quoiqu'il y a peut-être une chasse aux sorcières qui se poursuit aussi. Les aliens, les extraterrestres ont peut-être déjà visité la Terre selon un rapport à couper le souffle de la NASA, qui dit que l'organisation n'est pas fermée à la possibilité qu'une vie extraterrestre existe. Il faudrait être vraiment prétentieux pour penser qu'on est les seuls à exister dans cet univers infini, si cet univers est infini. Sinon, c'est un univers fini et on serait les seuls, mais je ne sais pas. Alors que le rapport indiquait qu'il n'avait encore trouvé aucune preuve crédible, il précisait que les missions scientifiques de la NASA travaillaient ensemble dans le but de trouver des signes indubitable de vie au-delà de la Terre. La NASA a déclaré qu'elle était ouverte à la possibilité que des extraterrestres aient déjà visité la Terre, comme avec le film de science-fiction Close Encounters of the Third Kind, dont tout le monde se rappelle. Capture d'écran de la vidéo d'OVNI, qui comprend que les pilotes américains ont observé, dont celui qu'on a qualifié de tic-tac, parce qu'il était comme en forme de ces bonbons tic-tac, et qui s'en allait dans, d'abord, une vitesse que personne ne peut comprendre, puis dont on n'a pas la technologie pour ça, faisait un virage, encore là, inexplicable, et il y en a même de ces pilotes-là qui ont témoigné et observé que ces engins-là rentraient dans l'eau et sortaient de l'eau de l'océan. On a affaire à quelque chose de bien étrange. Les détails ont été publiés dans le cadre d'une demande d'accès à l'information à la NASA par governmentattic.org et publié le 30 novembre 2021. Dans le document, il déclarait de ce document, lorsque nous apprenons l'existence de phénomènes aériens non identifiés, ou plus communément appelés objets volants non identifiés, cela ouvre la porte à de nouvelles questions scientifiques à explorer. Les révélations font suite à un rapport du Pentagone en juin de cette année qui détaillait ce que le gouvernement américain sait d'une série d'objets volants mystérieux qui ont été observés dans les espaces aériens militaires au cours des dernières décennies. Le rapport publié sur le site web du bureau du directeur du renseignement national a examiné 144 rapports de rencontres avec ce que le gouvernement a qualifié de phénomènes aériens non identifiés. Une seule de ces rencontres a pu être expliquée par les enquêteurs à la fin de l'étude.
Ce cas a été mis sur le compte d'encombrement aérien. Mais seulement un cas est expliqué, imaginez-vous. Les enquêteurs n'ont également trouvé aucune preuve suggérant que les observations représentaient soit une vie extraterrestre, soit une avancée technologique majeure d'un ennemi étranger comme la Chine ou la Russie. Sur les 144 rapports que nous traitons ici, nous n'avons aucune indication claire qu'il y ait une explication non terrestre pour eux, mais nous irons là où les données nous mèneront, a déclaré un haut responsable américain. Nous n'avons aucune indication claire que l'un de ces phénomènes aériens non identifiés fait partie d'un programme de collecte de renseignements étrangers et nous n'avons aucune donnée claire indiquant une avancée technologique majeure par un potentiel adversaire. Donc, ça ouvre la porte, naturellement, à ce phénomène aérien non identifié ou extraterrestre, naturellement. Le rapport marque un tournant par le gouvernement américain après que l'armée ait passé des décennies à détourner, démystifier et discréditer les observations d'objets volants non identifiés et de soucoupes volantes remontant aux années 40. Les législateurs ont exigé que les conclusions soient publiées après que quelques 120 incidents au cours des 20 dernières années aient été signalés par l'armée américaine. Les pilotes de la US Navy, par exemple, ont enregistré des objets voyageant à des vitesses apparemment hypersoniques, tournant et disparaissant mystérieusement. En décembre de cette année, le Pentagone a reçu le feu vert pour mettre en place un bureau spécialement créé pour ça, le bureau X-Files réel, dédié à l'enquête sur les ovnis, leur origine et leur tentative de capturer ou exploiter l'un de ces mystérieux engins. Les législateurs américains devraient faire adopter la législation annuelle qui comprend un amendement historique qui met en place une unité dédiée appelée Anomaly Surveillance and Resolution Office. Imaginez-vous, de nombreux rapports indiquent que des ovnis ont été observés émergeant ou plongeant dans l'océan, suscitant des spéculations sur les liens entre les objets et l'océan, imaginez-vous. Et certaines de ces rencontres les plus médiatisées, telles que l'incident du fameux USS Nimitz, ce porte-avions américain, ont vu des ovnis aperçus par des pilotes près de navires de guerre américains. Cela vient après que le chef des espions américains, Avril Haines, ait admis que les services de renseignement considèrent que les objets mystérieux peuvent provenir de l'espace extra-atmosphérique, imaginez-vous. Une série de vidéos divulguées qui sont apparues pour la première fois en 2017, montrant des rencontres entre des pilotes de la marine américaine et des objets mystérieux tels que le fameux Tic-Tac. Donc, franchement, tournant, on voit... on n'est plus ces gens farfelus, mais on avait raison, nous, mais que voulez-vous maintenant? C'est admis que tout ça pourrait venir directement, comme le dit le responsable, imaginez-vous, ça pourrait venir de l'espace extra-atmosphérique. Oh là là, je vous reviens. Bonjour. La nuit du mercredi 16 février 2022, une vidéo extraordinaire a été enregistrée et montre un mystérieux objet de forme triangulaire qui était suspendu dans les airs, à très basse altitude, dans un endroit isolé, au-dessus d'une forêt de la République tchèque, en Europe centrale. Cet enregistrement pourrait être la preuve d'OVNI, la plus évidente de tous les temps. Les circonstances de cette surprenante observation ont commencé lorsqu'un résident de la ville de Rodnice, du district de Prague, qui circulait dans sa voiture, s'est soudainement rendu compte de la présence d'une étrange lumière, qui brillait de manière intense dans le ciel. Il a alors décidé de se rapprocher de l'endroit où se trouvait cette lumière. Alors qu'il s'était arrêté au bord d'une route, près d'un bâtiment commercial, il a constaté qu'il s'agissait d'un objet inhabituel, en vol stationnaire, qui était bien visible dans le ciel nocturne. Avec une application GPS de son smartphone, il a pu localiser l'endroit exact de l'observation. L'enregistrement vidéo, de bonne qualité, semble avoir été effectué avec un caméscope. Un peu plus tard, le témoin, qui se trouve maintenant sur un chemin de forêt, en pleine obscurité, décide d'activer le mode de vision nocturne de son caméscope. Alors qu'il s'est beaucoup rapproché de l'endroit de l'apparition de l'OVNI, il a pu commencer à le voir plus clairement.
Finalement, le témoin se tient à un endroit où il était déjà pratiquement juste en dessous de l'objet de forme triangulaire. À un autre moment, alors qu'il remet le mode normal de son caméscope, on peut affirmer que ce qui a été enregistré est sans aucun doute l'un des enregistrements les plus nets de l'observation rapprochée d'un ovni triangulaire, qui pourrait être un ovni d'origine militaire, connu sous le nom de TR-3B. Cette vidéo est donc une preuve évidente de l'existence de ce mystérieux aéronef, qui selon de nombreuses sources, existe déjà depuis au moins la fin des années 80. Il s'agirait donc d'un avion espion top secret, muni d'une technologie antigravitationnelle. Le témoin, qui semblait se trouver à seulement une dizaine de mètres de l'OVNI, a réussi à le filmer de très près, et grâce au zoom, on peut mieux voir les détails de sa structure. Et on peut compter au total une série de cette lumière sous la structure de l'engin. Cette vidéo incroyable, qui semble absolument authentique, peut être considérée comme l'une des preuves les plus convaincantes de l'existence des ovnis depuis de très nombreuses années. Le mois précédent, le samedi 22 janvier 2022, au Guatemala, un autre enregistrement a été effectué, montrant également la présence extraordinaire d'un mystérieux objet de forme triangulaire, qui était positionné à très faible altitude, au-dessus d'un endroit qui semble être le patio de l'immeuble, où habite l'auteur de la vidéo. Le témoin, dans les premiers instants, a connu quelques difficultés pour être capable de se concentrer sur le visiteur inattendu, et stabiliser l'image. Cependant, lorsqu'il y est parvenu, nous pouvons apprécier pleinement la structure de l'objet, qui, dans chacune de ses extrémités, a une lumière qui brille avec une grande intensité, et une lumière rouge, dans la partie centrale. L'endroit exact de la prise de vue, où cette observation a eu lieu, n'a pas été précisé. Grâce au zoom, nous pouvons déterminer que cet objet n'est certainement pas un drone, un avion, un hélicoptère, ou un ballon. Mais au contraire, et sans aucun doute, cet objet ressemble beaucoup à ceux observés lors du cas historique de la grande vague d'OVNI, signalée entre les années 1989 et 1991, en Belgique. D'abord observé par la population civile et les forces de police, dans des zones urbaines, ce qui a généré de nombreux rapports, et même certaines vidéos de cet étrange objet, qui n'étaient cependant que de moins bonne qualité. Mais cette image, obtenue dans la localité du Petit Rechin, le 4 avril 1990, a mis en évidence la réalité de la présence de cet engin triangulaire, qui avait agité la population. Observez la comparaison. Sans aucun doute, on peut dire qu'il s'agit du même objet que celui récemment filmé au Guatemala, à un intervalle de 31 ans. Les preuves enregistrées au Guatemala présentent un très grand intérêt, car elles pourraient révéler la possibilité du retour de l'OVNI triangulaire vu en Belgique, et qui pourrait être également le fameux avion militaire secret, doté d'une technologie antigravité, le TR-3B Black Manta.